Nam nous a très souvent expliqué que lorsqu'il a un cost cap qui fonctionne, lui ne va pas hésiter à mettre un très gros budget, OK? Un très gros budget parce que très souvent, en fait, une campagne de cost cap ne va jamais dépenser honnêtement le budget que vous lui assignez. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast dédié à la publicité sur Facebook, le podcast qui vous aide à dépasser la barre des 1000 $ ou 1000 € de budget par jour sur la plateforme. Mon nom est Antoine Dalmas et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un petit peu spécial. Un petit peu spécial, pourquoi? Parce que comme vous le savez, on est une agence, on s'appelle J7 Media et nous, notre objectif, c'est toujours de faire dépasser la barre des 1000 $ ou 1000 € par jour sur la plateforme avec tous nos clients. Et sur Social Scaling, du coup, on ne parle absolument que de ça et ça commence à faire pas mal d'épisodes, je dirais, sur lesquels on aborde pas mal d'études de cas et puis aussi beaucoup de concepts différents qui nous permettent, en tout cas en interne, de scaler des comptes Facebook Ads et de dépasser ce seuil. Et je pense qu'on arrive un peu à ce moment où il y a déjà beaucoup d'informations qui ont été transmises dans différents podcasts, dans différentes études de cas. Et je me suis dit que ça serait intéressant de vous faire un petit récap. Alors, le récap, en gros, c'est pour vous aider à scaler un compte Facebook Ads, mais ça va évidemment pas être des conseils du style mettez 20% sur votre campagne dès qu'elle va bien, loin de là. Donc, pour cet épisode qui, à mon avis, sera en 2 parties, déjà là, je vais vous partager, je pense, 11 premiers conseils, des conseils qui nous ont véritablement aidés à scaler et qui pourraient vous aider à votre niveau aussi à faire de même sur votre compte publicitaire, que vous soyez un e-commerce, que vous soyez un lead gen, un infopreneur, bref, il y en a absolument pour tout le monde. Ok, donc je me suis préparé quelques petites notes et j'ai quelques grosses sections qu'on va aborder et notamment la toute première, je pense, c'est la maturité du compte. Alors, il faut comprendre que c'est un concept très neuf, j'en suis conscient, on l'a abordé très récemment sur le podcast avec Stéphanie Tifo, mais en fait, il est hyper important de comprendre qu'on ne scale pas de la même façon que vous soyez un compte jeune ou un compte très mature. Ok, je pense aussi, du coup, vu que je vais m'appuyer sur pas mal d'épisodes qui sont déjà sortis, je vous affiche, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, tous les épisodes qui sont concernés par cet épisode un peu récap, si vous avez envie d'aller creuser derrière et d'en savoir un petit peu plus sur ce que je mentionne ici. Donc, sur le concept de maturité, en fait, il faut comprendre qu'il y a à peu près 3 stades de maturité. Sur Facebook Ads, on a ce qu'on appelle les comptes jeunes. Un compte jeune, c'est un compte qui n'a juste pas eu de succès éprouvé et surtout régulier en Facebook Ads. Il est probablement encore sur des tests de créa, d'audience, mais surtout d'offres. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il ne sait pas encore si Facebook Ads fonctionne réellement pour lui. Ensuite, on a le compte intermédiaire. Le compte intermédiaire, lui, il a quelques succès et il commence tout doucement à trouver de la rigueur dans ses résultats. Mais la grosse différence avec le compte mature, qui pour le coup est le compte ultime, en fait, le niveau ultime, c'est bien le volume qui lui manque. C'est-à-dire qu'il arrive à avoir des succès, mais c'est encore très en dents de scie. Okay, parfois c'est très bien, parfois c'est pas du tout bon, etc., etc. Donc il a vraiment du mal à avoir justement une homogénéité dans ses résultats en plus d'un volume. Et à l'inverse du coup d'un compte mature qui lui a ce volume, qui a ses succès et qui est dans une position plutôt d'optimisation à grande échelle. Donc déjà, premier conseil, en d'autres termes, si vous êtes positionné par rapport à ces 3 niveaux que je viens de vous donner. En fait, le premier niveau, donc le compte un peu immature, entre guillemets, sans être péjoratif, en fait, vous êtes dans une position où vous devez prouver. Okay, et votre structure de campagne publicitaire, votre structure surtout de compte ne sera pas du tout la même qu'un compte qui est très mature. Je ne vais pas rentrer énormément dans les détails, je vais rester très bref ici, mais un compte qui n'a pas encore de maturité sur Facebook Ads, il faut qu'il reste le plus simple possible, ok. Vous ne devez pas lancer 4-5 campagnes à droite à gauche parce que globalement, vous ne devriez pas avoir le budget pour. Et si vous le faites, vous allez juste dilapider le peu de budget que vous avez sur plein de tests à la fois. Donc, ayez une seule campagne sur laquelle vous centralisez tout ce que vous faites pour avoir le plus de volume possible. Le deuxième niveau, c'est le compte intermédiaire. Pour le coup, vous devez sécuriser votre volume. Et d'ailleurs, c'est ici, c'est à ce moment-là, qu'on peut observer les scales les plus agressifs, okay, par rapport au ratio.
par rapport au ratio de budget dépensé. Donc ça peut être un point intéressant, c'est là que vous pouvez avoir pas mal de croissance. Et à l'inverse, lorsque vous êtes un compte très mature, et là, pas mal de conseils que je vais vous donner seront surtout pour des comptes matures, et ben, vous devez simplement optimiser. Ok. Donc soit optimiser votre coût par résultat pour le faire diminuer et avoir, disons, de bien meilleurs résultats de manière générale et pouvoir anticiper du coup de scaler. Et surtout, bah, vous devez continuer de scaler. Par contre, là, ce qu'on peut observer, c'est que le scale sera peut-être important en termes de volume, mais moins en termes de ratio par rapport au budget dépensé. Ok, on est vraiment dans ce côté, parce que j'aurai l'occasion d'en reparler dans l'épisode, mais on n'est pas, chez J7 Media, on n'est pas du tout fan des campagnes du style hit and run. Vous savez, parce que j'entends parfois certains médias buyers lancer des campagnes avec des gros budgets d'un coup. On voit ce qui se passe, si ça tient tant mieux, si ça va pas, on arrête tout de suite. C'est absolument pas notre méthode. Ok, nous, ce qu'on aime, c'est vraiment avancer de façon, alors que ça peut être de façon agressive, mais c'est surtout de façon sécurisée. Ok, l'idée, c'est pas d'aller toucher un gros truc et tout de suite s'arrêter derrière parce que ça fonctionne plus. D'accord? Donc comprenez ça. On a ces niveaux de maturité. Ensuite, on passe à la deuxième grosse section, la structure de compte. Je ne devrais pas vous apprendre quelque chose, mais les comptes qui scale, c'est 100% en acquisition. En fait, j'ai fait à 2 reprises, c'est-à-dire à 2 années d'écart, j'ai fait la même étude et le même constat. En fait, plus on dépense, moins la part de dépenses est importante en retargeting. C'est-à-dire que la quasi-totalité de votre budget va partir en acquisition, du moins si vous êtes un gros compte. Pour les comptes qui dépensent le plus en e-commerce, notamment chez J7 Media, je pense, alors de mémoire, c'est à peu près 10%. Okay, seulement 10% du budget annuel est attribué à du retargeting, ce qui fait pas énorme finalement. Okay, donc vraiment important. On a scalé justement, parmi les études de cas qu'on a présentées, il y a certains comptes publicitaires qu'on a arrivé à scaler très facilement, simplement parce que ce compte ne se focalisait que sur du retargeting, avait des bons résultats, mais en fait ne pouvait pas augmenter le budget davantage, parce qu'on ne peut pas faire une carrière sur du retargeting, c'est impossible. Et dès lors qu'on a commencé à faire de l'acquisition et à le maîtriser grâce à du testing, bah là, tout a déroulé très bien derrière. Ensuite, eh bien, je reparle de ça parce que ça s'implique dans cette structure. Vous n'atteindrez pas de gros montants avec 2 ou 3 campagnes maximum. J'ai évidemment parlé de la maturité, mais un compte mature, c'est-à-dire des comptes qui dépensent plus de 1 000 $ ou 1 000 € par jour de budget sur la plateforme, ils n'ont pas 2 ou 3 campagnes. Ça n'existe pas. Ça n'existe tout simplement pas. Généralement, on tourne plutôt autour des dizaines de campagnes active. Okay, notamment parce qu'on n'hésite pas à segmenter nos campagnes par thématique, par offre, par service, parce que ça nous donne beaucoup plus de pertinence à nos publicités face à l'audience qui reçoit ces publicités, et ensuite parce que ça nous permet aussi de couper un bon nombre d'éléments que Meta, si on lui donnait l'occasion, continuerait de diffuser sans vraiment avoir du succès. Donc ça nous permet de faire un petit peu un tri et surtout d'augmenter ce qui fonctionne réellement. On aura l'occasion de parler de structure un petit peu plus tard. Par contre, ce qu'on ne doit certainement pas couper, c'est l'idée d'avoir des campagnes et surtout des publicités evergreen. Le terme evergreen chez J7 Media, c'est simplement pour dire durable, long terme, standard. Okay, c'est vraiment une campagne evergreen, c'est la campagne qu'on lance et dont l'objectif pour nous, c'est de ne jamais la couper. On va l'optimiser, on va lui apporter les meilleures publicités grâce à des tests qu'on va faire à droite à gauche, mais l'idée c'est d'obtenir le plus d'apprentissage possible. Pourquoi ? Parce qu'une campagne qui a beaucoup d'apprentissage, à l'inverse d'une autre campagne, eh ben, on a plus de chances de la sauver si jamais elle va mal, ok ? Parce qu'elle a eu beaucoup d'apprentissage, elle a eu beaucoup de diffusion, un CPA, donc un coût par acquisition qui nous était favorable, donc il est plus facile pour nous de récupérer ce genre de campagne qu'une campagne qu'on lance, qui fonctionne et puis d'un coup qui fonctionne plus, ça c'est beaucoup plus difficile. Donc vous avez tout intérêt en tout cas à avoir le maximum d'apprentissage et donc d'avoir des campagnes qui durent le plus longtemps possible. Okay, et comme voilà, je m'étais fait cette note à ce moment-là, on fait aucun hit and run, c'est-à-dire on lance, on voit ce qui se passe et puis on arrête si ça marche pas. Ça va pas du tout. On augmente le budget parce qu'on sait qu'on est en mesure de le faire. D'accord ? On enchaîne avec une autre grosse partie, le paramétrage. Ici,
pour des comptes qui vont bien, des comptes qui sont matures, ce qui peut être intéressant de tester, ce sont des cost cap. Ok, le cost cap, c'est juste une manière de contrôler notre budget, de contrôler notre coût par acquisition. J'ai plusieurs études de cas qui reposent là-dessus, notamment des lead gen, mais ça peut très bien être aussi des e-commerce. L'idée, c'est simplement, si vous vous lancez dans le cost cap, voici mes 2 conseils. Le premier conseil, vous ne pouvez pas lancer un cost cap en mettant comme montant, c'est-à-dire Meta n'aura le droit de dépenser que s'il est sûr de générer la conversion que vous souhaitez faire au montant assigné. C'est-à-dire, je ne veux que des achats à $50. Voilà, ça c'est un cost cap. Je mets ce cost cap dans le paramétrage. Vous ne pouvez pas lui demander de le faire si vous n'avez pas été capable de le faire vous-même avant. Ok, sinon, ça serait la baguette magique et ça fonctionnerait pour tout le monde et ça serait top et il n'y aurait absolument pas de concurrence. Il y aurait, Enfin bref, vous avez compris un peu l'idée. Le cost cap, vous l'utilisez parce que ça a fonctionné pour vous avant, dans le sens où vous avez réussi à atteindre l'objectif avant. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, et là, je vais me reporter à ce que Nam Nguyen nous a souvent expliqué, donc parmi les épisodes dont je me source pour faire cet épisode, Nam nous a très souvent expliqué que lorsqu'il a un cost cap qui fonctionne, lui ne va pas hésiter à mettre un très gros budget. Ok, un très gros budget parce que très souvent, en fait, une campagne de cost cap ne va jamais dépenser, honnêtement, le budget que vous lui assignez. Donc, autant qu'il y ait un très très gros budget direct, au cas où, justement, Meta soit en position un jour J, une heure précise, à dépenser un max parce qu'il est capable de vous donner des conversions au CPA cible. Okay, donc là, avoir un très gros budget. Et si jamais vous observez que votre campagne de cost cap, elle n'arrive pas à dépenser ou même juste à dépenser tout court, même pas à dépenser 30%, 50%, etc. Si vous observez ça, eh bien simplement jouez avec le montant du cost cap. À savoir peut-être $52, $51, 55, 45. Vous voyez un peu l'idée. Vraiment jouer un peu avec ça, ça peut débloquer la situation et vous permettre de tester véritablement cette approche. Ensuite, en paramétrage, je ne vais pas vous le cacher, il y a 2 campagnes qui reviennent sans arrêt. Là, ça va plutôt concerner les e-commerce. Je dirais que chacune de ces campagnes se retrouve sur nos plus gros comptes e-commerce. On a le Shopping Advantage Plus, donc qui est un peu la structure de campagne la plus, la plus floue pour nous par rapport à Meta, dans le sens où on donne juste nos pubs à Meta, on lui dit fais de la pub en France et vois ce qui se passe. Okay, on n'a pas tellement de contrôle sur ce qui se passe derrière. Après, on peut lui demander de ne pas aller chercher des gens qui nous connaissent déjà en faisant des exclusions, mais globalement, c'est tout ce que vous pouvez faire. Donc, c'est effectivement une campagne qui fonctionne extrêmement bien. Par contre, ce n'est pas une campagne de test. Vous ne testez pas avec une Shopping Advantage Plus. Nous, on l'utilise davantage comme un booster, okay, comme un accélérateur. Si vous avez de bons résultats avec une campagne, avec des publicités Facebook, l'idée de mettre ces publicités dans une Shopping Advantage Plus, ça fait du sens. Pourquoi ? Parce que vous avez déjà eu du succès et on vous le dit, Shopping Advantage Plus, c'est plutôt un booster qu'un paramétrage pour tester. Donc vraiment hyper important, avoir de bonnes publicités, avoir une offre validée, être capable aussi de vendre sur des audiences qui sont plutôt larges, parce que forcément l'Advantage Plus, vous ne pourrez pas mettre des petites lookalikes à droite à gauche, c'est vraiment ultra large. Donc si vous êtes dans cette situation, lancez une Shopping Advantage Plus, surtout que ça fait partie des campagnes qui encaissent les plus gros budgets. Ensuite, on a aussi la Catalog Ads. Alors, la Catalog Ads, anciennement appelée Dynamic Product Ad, il me semble, la DPA, comme on appelait ça il y a 1 ou 2 ans. Donc on continue de l'appeler d'ailleurs comme ça, mais c'est juste, maintenant ça a changé de nom. Alors, ce n'est pas de la lancer telle quelle, bien que telle quelle, ça peut fonctionner. Je vous recommande, si vous avez des collections larges, si vous avez plein de produits, c'est de faire une Catalog Ads dans laquelle, pour chaque ad set, vous allez utiliser, des collections différentes. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne excessivement bien. Imaginons, je vends des vêtements. J'ai une collection homme, j'ai une collection enfant, j'ai une collection femme, j'ai une collection maillot de bain, j'ai une collection t-shirt, j'ai une collection jean. Toutes ces collections
peuvent être des audiences et donc peuvent être des tests à part entière. Et là, on revient à cette idée suivante, cette idée que j'avais mentionnée bien plus tôt, c'est en fait de juste regarder qu'est-ce qui fonctionne réellement et de couper ce qui ne fonctionne pas. Okay, et grâce à ça, ce genre de campagne, ça nous a permis vraiment de scaler pas mal de e-commerce qui étaient dans cette situation. On enchaîne avec une autre partie. Là, on va parler plutôt des audiences. J'aurai 2 points ici. Déjà, pas de mystère, numéro 1, sur le top 20 des audiences qui ont reçu le plus de budget sur Facebook Ads chez J7 Media en 2023, c'était que des audiences gigantesques. Donc, soit des Advantage Plus, soit des audiences broad, soit des audiences à intérêt ultra large. Voilà. Donc, ça revient à un autre épisode de Social Scaling dont je parlerai dans la partie 2. Mais scaler vous demande forcément de pouvoir parler à une très large audience. Voilà. Deuxième point, et aussi pas de mystère ici, une bonne partie des comptes qui dépensent le plus chez J7 Media et qui sont en mesure de le faire aussi, ce sont des comptes qui sont sur plusieurs marchés géographiques. Alors, que ce soit plusieurs pays, que ce soit plusieurs régions, mais par exemple, au Canada, le Québec est immense, l'Ontario est immense, donc en termes de population, bref, vous avez compris un peu l'idée. Mais ce sont des comptes qui ont la capacité aussi de vendre à droite à gauche en plus du pays local. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si on regarde ces mêmes comptes, si on regarde les budgets qui sont dépensés par pays, ça peut arriver que ces budgets ne soient pas individuellement élevés. Mais c'est la somme de tous ces budgets qui font qu'à la fin, ce compte dépense plus de 1 000 $ ou 1 000 € par jour sur Facebook Ads. Vous avez un peu compris l'idée. Donc vraiment, dans les audiences, si je dois refaire une petite synthèse, essayez de fonctionner avec des audiences très larges, parce que finalement, c'est un peu la finalité, si vous voulez scaler et dépenser énormément. Et ensuite, ouvrez-vous à d'autres pays. On arrive à la dernière section, et celle-là, elle est intéressante. Je pense que c'est des points qu'on mentionne très peu, et pourtant, ça a une véritable incidence. C'est la proactivité et l'agilité. Proactivité dans le sens où je me souviens d'un épisode avec Justine Gagné qui était passée ici et qui nous parlait justement de plusieurs e-commerce. Et elle nous recommandait chaudement d'anticiper les changements de saison. Vous vous souvenez les collections du coup dont je parlais lorsqu'on travaille justement dans tout ce qui est vêtements. Si vous travaillez avec des collections, il est fort probable que à partir d'une certaine date, votre collection vous ne puissiez plus la vendre. Okay, je pense notamment à des manteaux lorsqu'on arrive au printemps-été. Très rapidement, ça va plus être très intéressant pour vous et vous risquez de plus faire de vente. Donc, ce qui est important dans ces cas-là, c'est de lancer proactivement et même bien en avance vos futures collections sur Facebook Ads. Pourquoi ? Premièrement, ça permet à ces publicités d'avoir beaucoup plus d'apprentissage et beaucoup plus de temps pour avoir de l'apprentissage que si vous le lanciez réellement au moment où, mes pubs de printemps-été, si je les lançais véritablement le premier jour du printemps, ça a forcément moins d'apprentissage qu'une pub que je lance peut-être 15 jours, 20 jours avant le printemps. Okay ? Mais là où ça a vraiment de l'importance, c'est que ça permet de maintenir les performances publicitaires stables et d'éviter les baisses soudaines de performance lorsque les produits saisonniers ne sont plus pertinents. En d'autres termes, si je ne fais pas ça, donc que je suis le schéma un peu traditionnel, à savoir j'attends la fin de l'hiver pour couper mes pubs hiver et lancer mes pubs printemps-été, en fait je me retrouve à couper mes meilleures pubs et à lancer des pubs dont je n'ai aucune idée de leur performance ou pas. Donc l'idée c'est quand même de lancer bien en amont pour déjà faire vos tests, et lorsque c'est la saison haute pour vos publicités, lorsque c'est le moment vraiment pertinent qu'elles soient actives, elles ont déjà de l'apprentissage et vous avez déjà fait le tri dans les meilleures et les moins bonnes. Vous avez compris un peu l'idée. Ensuite, autre point, et là je reviens sur une étude de cas que Nam Nguyen nous avait partagée. C'était intéressant parce qu'il vendait du coup des pneus, et notamment des pneus pour hiver. Et il nous a mentionné le fait que s'il ne neigeait pas très fortement sur son marché, il avait beau essayer de scaler, il avait beau essayer d'optimiser, ses publicités
dès lors qu'ils voulaient augmenter le budget, ça ne fonctionnait pas. Et en fait, c'est seulement au moment où il y avait une grosse chute de neige que les ventes commençaient et que le jeu commençait en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que certaines entreprises, c'est certain, sont 100% impactées par la météo. Il faut être conscient que se battre contre la météo, donc vraiment en amont comme a pu le faire NAM, c'est un calvaire et ça peut être un peu dangereux. Par contre, à l'inverse, lorsque la météo vous est favorable, c'est là qu'il faut absolument bouger. Donc, ce que je veux vous dire par là, et on va prendre un peu de recul pour que ça serve à plus de monde, on ne planifie pas totalement quand scaler. Okay, on n'entoure pas et je parle vraiment de scaler nos campagnes evergreen. Okay, on n'entoure pas sur notre petit calendrier. Ah tiens, là je pense que je vais scaler, là je pense. Non. Très souvent, il faut être proactif, il faut être flexible aussi. Il faut être flexible par rapport à la météo pour NAM, mais il faut être flexible aussi par rapport aux résultats. On scale aussi des campagnes existantes, je parle, lorsque on est permis de le faire. On est permis de le faire. Dans le sens, j'ai du volume sur ma campagne Evergreen, ça fait 2-3 jours que j'ai de très très bonnes performances, ok, je scale. Très bien, je scale. Si vous dites, je pense que dans 15 jours je vais scaler, et vous arrivez dans 15 jours et que vous voyez que votre campagne, elle est un peu en dents de scie, ne scalez absolument pas, ok. Attendez toujours le bon moment pour le faire. Et ça, c'est vraiment un point qui est important, c'est vraiment un point qui est important pour un média buyer surtout. Il faut toujours être flexible et surtout très agile dans la gestion de son budget. Vous avez une campagne qui fonctionne pas très bien, mais une autre qui performe, qui excelle, c'est peut-être le moment de réduire le budget d'une pour amener ce budget sur l'autre. Vous avez compris un peu l'idée. Donc, ça fait pas mal, ça fait une vingtaine de minutes que je parle. Je pensais pas en dire autant. Bon, écoutez, j'espère que tous ces conseils vous ont aidé. Je pense faire une partie 2, à mon avis, et probablement d'autres parties au fur et à mesure de l'année sur ça, parce que comme on en donne beaucoup, ça peut être intéressant pour vous de faire un récap. Petit brief avant de partir. Si social scaling vous plaît, je vous le redis tout le temps, mais si social scaling vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant un commentaire, en mettant un like, en partageant notre épisode, en mettant un commentaire sur Apple Podcast, en venant nous regarder d'ailleurs sur YouTube, parce que je montre quand même beaucoup de choses sur YouTube. C'est, disons, la seule contrepartie que je vous demande, sachant que le podcast est absolument autoproduit. Donc, voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et moi je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Scaling. À très vite.